Bon, bonsoir à tous et toutes. Moi, je suis Jérôme Baudry, je suis professeur d'histoire des sciences à l'EPFL, à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Donc, je ne suis pas du collège, mais je suis le deuxième commissaire de l'exposition à Bras-le-Corps. Et en l'absence de Jean Dalibard, le titulaire de la chaire Atomes et rayonnement, c'est moi qui suis chargé ce soir de présenter notre intervenante. Donc, Maria Tortajada, on est très heureux de t'accueillir. Tu es professeur ordinaire à l'Université de Lausanne, dans la section d'histoire et d'esthétique du cinéma que tu diriges. Tu as de nombreux travaux à ton actif, donc je ne vais pas tous, même je vais pas les lister, parce qu'ils sont facilement trouvables sur Internet, mais je vais juste peut-être dire quelques thèmes sur lesquels tu t'es penché lors de tes recherches. Tu as d'abord travaillé sur le cinéma d'Eric Rohmer et sur la théorie de la représentation. Tu as travaillé sur l'histoire du cinéma suisse. Et puis depuis quelques années maintenant, tu as travaillé sur ce que tu appelles avec plusieurs collègues les dispositifs de vision, mais aussi d'audition. Donc des dispositifs, c'est-à-dire pas juste des objets techniques, mais des arrangements qui lient objets techniques, spectateurs, représentations, et pas juste dans les pratiques, mais aussi dans les discours. Donc les dispositifs, pour toi, c'est un outil, c'est un concept qui te permet de repenser des concepts classiques, comme ceux de production audiovisuelle, de diffusion, de réception, articuler ces trois éléments d'une manière nouvelle. Et cet intérêt que tu as pour les dispositifs t'ont poussé à travailler sur la figure d'Étienne Jules Marais, qui est au cœur de notre exposition à Bras-le-Corps, savants et instruments au Collège de France au XIXe siècle. Je te remercie déjà d'avoir accepté premièrement de contribuer au catalogue de cette exposition par un magnifique chapitre, et puis d'avoir accepté de donner cette conférence du corps dans les dispositifs marésiens, de l'expérience au résultat. J'ai hâte de t'entendre. Et ensuite, après la conférence, nous aurons un petit peu de temps pour poser des questions. Donc n'hésitez pas, peut-être que je me saisirai du micro pour vous le tendre. Merci Jérôme pour cette belle introduction, extrêmement accueillante et très pointue, parce qu'elle explique déjà des choses que je vais développer tout à l'heure. Alors, mesdames et messieurs, je suis très heureuse d'être ici, je suis très honorée d'être parmi vous. C'est pas seulement un honneur de venir parler au Collège de France, et c'est aussi pour moi un plaisir, et un plaisir que j'aimerais essayer de vous faire partager, parce qu'on pourrait dire que travailler sur Marais, pour moi, est devenu une sorte de passion. Donc voilà. Alors aujourd'hui, il s'agira du corps. Et on pourrait penser que la question du corps est en quelque sorte va de soi lorsqu'on s'intéresse à la recherche d'un physiologiste. Et le corps est en quelque sorte le centre de son intérêt, son objet d'étude premier. Devant les images qu'un large public connaît, sans peut-être connaître Marais lui-même d'ailleurs, tel le vol du goéland, ou, comme ici, l'homme qui marche, une des plaques sur l'homme qui marche. La présence du corps s'impose. Il sature l'image. Le corps, en somme, chez Marais, est une évidence. À quoi bon donc cette conférence ? J'ai néanmoins choisi de creuser un peu la question pour partager ma réflexion avec vous ce soir. Parler du corps dans le travail d'Étienne Jules Marais, c'est avant tout parler du corps en mouvement. On a beaucoup souligné la dimension cinématique de son travail, l'associant aux mesures, au calcul de la vitesse, de la force du travail. En physiologiste, Marais s'intéresse au corps dans ses fonctionnalités. Or, celle-ci se voit à proprement parler. Par exemple, dans le gonflement ou l'allongement des muscles au moment de l'effort. C'est à partir de cet intérêt pour le corps qui fonctionne que Marais, en 1869, définit sa propre méthode comme une alternative à la vivisection. Je cite, « Il faudrait pouvoir expérimenter sans mutilation des organes que l'on explore. » Ce qui l'intéresse ici est de comprendre le corps dans son intégrité à partir de sa forme en mouvement. Ce programme le conduit à réaliser le tracé continu de ce changement d'état musculaire par la méthode graphique. Donc vous voyez deux exemples. Au moment chronophotographique, dès 1881, ce programme l'amène à lire
la série d'images photographiques et à décrire la forme des muscles ou tout autre aspect du corps, telle la position des rémiges dans le vol de l'oiseau. Vous avez ici des chronophotographies qui justement mettent en évidence la forme des muscles, qui ont été utilisées notamment pour les publications pour l'art, destinées aux artistes, mais pas seulement. Le passage d'une méthode à l'autre, c'est-à-dire de la méthode graphique à la méthode chronophotographique, suppose une transformation dans la pratique, dans l'appareillage, comme dans les notions impliquées par la démarche scientifique. La méthode graphique use d'un appareil inscripteur fait de styles et de transmetteurs pour aboutir à un enregistrement graphique continu. Dans les deux versions de la chronophotographie, celle de la plaque fixe, dont vous voyez le vol du goéland, et celle sur plaque mobile, c'est-à-dire sur pellicule film, en somme. Dans ces deux versions, la chronophotographie utilise l'instantané afin d'étudier le mouvement sous différentes phases à travers une série de prises photographiques enregistrées automatiquement et à intervalles réguliers. Ce développement de la méthode graphique, c'est ainsi que Marais désigne la photochronographie en 1885, est une révolution interne à la méthode, comme le suggère François Dagognet, car la photographie permet l'immédiateté et l'instantanéité de la trace du mouvement. La lumière est en effet un transmetteur beaucoup plus léger que les fils électriques ou les tuyaux. Pour décrire la trajectoire d'un mobile, on passe donc du continu au discontinu, d'une ligne à une série d'images. Cela implique que la série devient une notion essentielle de la méthode chronophotographique, mais pas n'importe quelle série. Il s'agit d'une série d'images avec transformation du motif, ce que les jouets stroboscopiques du XIXe siècle ont bien sûr mis en pratique. Vous avez une bande zootropique au milieu. Les annuels d'animation en bas se sont emparés de ce modèle pour expliquer la fabrication du mouvement. Ce sont des séries, toutes les trois. Ce sont des séries linéarisées qui permettent la recomposition du mouvement. Je m'attarde ici aux images résultats de la captation du mouvement. Cependant, en contextualisant sa démarche en regard de la vivisection, Marais nous incite à regarder de plus près les procédures de fabrication de ces images. Quelles sont les conditions de l'expérience pour ces corps vivants? Comment passe-t-on du mouvement de la machine animale, athlètes, chevaux, poissons, oisons, aux graphes qui les décomposent et les analysent? Pour comprendre le statut du corps dans l'entreprise marésienne, il faut approfondir les relations entre l'expérience et les résultats pour ce qui concerne l'imbrication des corps. Il n'y a pas seulement le corps observé et étudié, mais une collection de corps intervenant dans l'expérience, à commencer par celui de l'expérimentateur muni de son appareil d'enregistrement des traces. Mais je devance le déroulé de mon propos. Un mot sur les coulisses de ma recherche, qu'a déjà commencé de présenter Jérôme. L'outillage analytique que j'utilise pour approfondir la description d'une situation, d'une expérience, d'un appareillage ou d'un instrument est fondé sur une forme d'appropriation des travaux de Gaston Bachelard sur le concept scientifique, en passant par Michel Foucault. Il s'agit de ce qu'on a appelé une épistémologie des dispositifs qui peuvent être minuscules, un jeu de pièces dans une machine par exemple, ou qui relèvent d'une macro-analyse, comme un discours socio-économique dont les rouages sont bien sûr définis d'une autre manière. Si on prend un appareil, le chronophotographe par exemple, on peut bien sûr parler de l'objet technique que l'on nomme et décrit. Néanmoins, si on l'aborde comme un dispositif, la description est déterminée par la méthode qui le comprend dans son fonctionnement et à travers l'agencement interne de ces pièces les unes avec les autres, elles-mêmes petits dispositifs articulés les uns aux autres.
c'est tout le contraire d'une somme des parties. Mais cet appareil enregistreur est lui-même agencé dans un dispositif plus vaste. Pour Marais, c'est l'expérience scientifique, qui elle-même s'inscrit dans un dispositif institutionnel, en interaction avec le politique, pour les financements par exemple, avec le milieu économique, les artisans, les fabricants d'appareils autour du Collège de France, par exemple, ce que Martinaz-Schiavon analyse dans le catalogue de l'exposition. Décrire un appareil en dispositif est une manière de le comprendre comme une imbrication de dispositifs, elle-même articulée à des dispositifs qui l'engagent dans une dynamique qui est la leur. Un dispositif est un réseau de relations entre des pratiques, des méthodes, des concepts, des objets, des appareils et des acteurs divers. Une fois dit cela, commençons par les corps observés. Il faut entendre ici observer au sein de l'expérience scientifique, et Pierre Corvol traite de cette question dans le catalogue de l'exposition à propos de Claude Bernard. C'est une question clé, effectivement. Donc, observer, c'est faire une expérience, en fait. Que savons-nous des corps observés dans l'expérience de Marais? Nous en apprenons déjà beaucoup grâce aux figures qui illustrent les appareils et leur insertion dans le processus de l'expérience. Car là aussi se trouvent bien sûr les corps étudiés. La méthode graphique use d'agencements complexes qui interagissent avec le corps de l'animal. Capteurs, leviers, sangles, tubes et tambours qui, par pression de l'air, dans ce cas, reproduisent le mouvement du sujet. Le corps étudié est enchâssé dans une structure mobile qui suit son mouvement. Dans cet autre exemple, pour l'enregistrement des actes de parole, plusieurs capteurs permettent de transcrire à la fois le rythme du souffle, les vibrations du larynx et le mouvement des lèvres. Le corps est relié et dans certains cas fixé à l'appareillage de captation de la mesure. Et là, c'est les célèbres photogrammes de la nage de la raie qui, elle, était quand même fixée d'une manière assez douloureuse quand même sur l'appareillage. Il y a une tension dialectique entre la nécessité de fixer l'animal vivant et la liberté de mouvement nécessaire pour faire l'expérience. En somme, paradoxalement, on le fixe pour qu'il bouge. Cela permet bien sûr d'isoler la variable qu'on entend transcrire et mesurer. Dans la chronophotographie, le corps paraît plus libre. Néanmoins, l'appareillage est présent. C'est le cas du fond noir, absolument nécessaire pour pouvoir photographier des animaux blancs en contraste avec lui. Et l'animal doit être agencé dans cette structure pour pouvoir être photographié. On peut aussi mentionner l'habit des athlètes avec les lignes et les points qui sont brillants et qui vont ressortir à peu près de cette manière sur le schéma en bas de l'image, qui va permettre de tout de suite construire une représentation graphique, géométrique, c'est de la chronophotographie partielle. Et donc cet habit est lui-même quelque chose qui agence le corps du sujet observé. Il est une autre forme d'agencement, celui qui fait interagir les objets avec le corps étudié. Par exemple, les photographies la chronophotographie d'Emeny faisant des barres parallèles, ou encore la chronophotographie d'un saut d'obstacle. Les objets font partie du dispositif de l'expérience, bien sûr, et le conditionnent. C'est le cas ici, dans cette chronophotographie partielle qui est très belle, du plan incliné, ou encore ici, autre chronophotographie partielle, de la marche sur le plan incliné, que vous percevez de manière moins évidente que dans les autres chronophotographies. Mais en fait, ce qui m'intéresse, c'est le plan incliné ici. Parce que l'exemple du plan incliné nous amène à réaliser ce qui aurait pu nous échapper de prime abord. C'est que le sol lui-même fait partie de l'agencement de l'expérience. Lorsque la pente varie, le mouvement change lui aussi. Lorsque le sol est plat,
Ils jouent le même rôle, mais autrement. Le mouvement des corps est étudié par rapport à ce qui leur sert d'appui. Pour l'oiseau, c'est l'air. Pour les poissons, c'est l'eau. Dès 1899, Marais s'intéresse au mouvement de l'air d'une manière toute particulière. Ce sont les exemples des fumées. À travers les instantanés des fumées, photographiées en une seule prise, qu'il nomme, paradoxalement, parfois, chronophotographie, parce que ce ne sont pas des chronophotographies. Il y a une seule prise photographique et non pas une série d'images. Mais où sont passés les corps? Le mouvement étudié est cette fois le mouvement de l'air, c'est-à-dire du milieu dans lequel les particules de fumée ne font que rendre visible le flux et les tourbillons divers provoqués par les obstacles. Ce n'est plus l'homme qui saute l'obstacle devant l'appareil chronophotographique, mais le fluide qui interagit avec lui. Pour voir ce qui échappe à la vue, il a fallu cette fois corporiser le flux de l'air par la fumée, en le rendant photogénique dans le sens propre du terme. Les fumées dans l'air deviennent cet élément mixte au statut particulier, des milieux matières, des révélateurs de flux eux-mêmes destinés à être révélés dans le processus chimique de la photographie. Les fumées ne sont pas étudiées au même titre que les corps chronophotographiés des sauteurs, des athlètes et des animaux divers. La fumée est un élément technique du dispositif expérimental, en ce qu'elle est corrélée à l'appareil photographique. L'un ne fonctionne pas sans l'autre dans cette expérience. Qu'en est-il donc du corps du scientifique? Voici un portrait de Marais. Et le corps du scientifique est au cœur du dispositif expérimental. Dans cette chronophotographie qui décompose le mouvement de la mâchoire, nous voyons Marais à un endroit où on ne l'attendait peut-être pas. Il est objet d'analyse. On aurait tort de croire que le scientifique et le sujet étudié se font face, étant l'un et l'autre assujettis à des places bien circonscrites, bien déterminées, l'un étant observateur-analyste, l'autre sujet observé. En fait, ils sont pris dans un rapport de place, dans une relation, comme Démeny dans les séries chronophotographiques où il analyse la parole pour son phonoscope notamment. Dans les deux cas, il s'agit de portraits. L'intervention de la photographie transforme le résultat de l'expérience scientifique en quelque chose qui le dépasse. Il devient en quelque sorte un portrait photographique dont la fonction sociale a été largement commentée pour le XIXe siècle. Mais dans ces exemples, il s'agit encore d'autre chose. Ce sont des portraits chronophotographiques. Leur fonction se spécifie et se démultiplie. Ces portraits mettent en effet en scène les scientifiques au moment de l'expérimentation et plus particulièrement en action, car il y a décomposition du mouvement en une série d'images. En cela, il reste des résultats scientifiques. Simultanément, ces portraits promeuvent, en la personnalisant, la figure de l'inventeur, aussi bien que la technique, et dans le cas de Marais, de la méthode dont il est le concepteur. Ils entrent dans le discours social, dans le discours social de la science, tel que François Brunet le définit. Enfin, pour ce qui m'intéresse particulièrement ici, ces images montrent très concrètement que dans les interrelations au sein du dispositif expérimental, les places ne sont pas figées. L'effet de personnalisation que produit le portrait pourrait nous mener sur une fausse piste, qui consisterait à réduire la question du corps à celui de personnes particulières. Mais lorsque je parle de scientifique ou même de corps du scientifique, je désigne des fonctions qui peuvent se matérialiser dans des corps très divers. L'opérateur, l'assistant ou les divers assistants, mais aussi l'ingénieur qui conçoit les appareils ou l'artisan qui les fabrique et qui interviennent avant le moment de la captation du mouvement étudié. Le dispositif de l'expérience commence, à mon sens, dès sa conception, puisque là sont définies ses conditions de possibilité.
Quelle est donc la place de l'expérimentateur dans ce jeu de relations? Et comment trouver des informations à ce sujet? Ni les courbes de la méthode graphique, ni les plaques chronophotographiques en tant que résultat ne nous montrent ce qui se passe entre l'expérimentateur et le sujet étudié. Et pourtant, différentes images nous apportent certaines réponses tout en restant bien mystérieuses. Par exemple, celle-ci. C'est une photographie, non pas une chronophotographie. C'est une photographie qui documente ce que j'appelle la scène chronophotographique. On voit ces acteurs, un chevreau, Marais, Démeny, et un troisième homme à droite que je ne sais pas identifier pour l'instant en tout cas. Ce n'est pas le moment de l'expérience elle-même, et pourtant, il y a là quelque chose qui relève de l'expérience. Une observation directe, sans appareil. Le chevreau est placé, comme il se doit, dans le dispositif. Il bouge parallèlement à la caméra, donc en relation avec la barre de mesure que vous voyez en bas. C'est très important pour Marais. Ce n'est pas un fond noir, puisque l'animal est foncé. On est devant le mur d'un bâti de la station physiologique. Mais cette image me retient à cause de la position singulière de Marais lui-même, que le cadre rend de manière graphique et attire notre attention. Marais est penché presque à angle droit sur le sujet observé. Cette position interroge. Qu'observe-t-il? Le mouvement du corps vu de dessus? Ou est-ce qu'il tente de vérifier, de contrôler que le chevreau marche bien droit dans la bonne direction? En tous les cas, elle montre à quel point l'expérience scientifique implique le corps de l'expérimentateur dans une observation préalable et préparatoire. Autre exemple, une chronophotographie cette fois. Elle documente aussi le travail. Il suffit que le champ que couvre l'objectif de la caméra ne se limite pas au fond noir, comme c'est souvent le cas dans les plaques observées ou conservées ici au Collège de France. Une richesse incroyable d'ailleurs de ces plaques, mais qu'il cadre également ce qui déborde ce fond noir, comme dans cet exemple de 1883, qui montre la marche de l'homme en costume noir avec spectateurs. Donc, la partie scientifique, résultat scientifique est sur votre droite, on ne la voit pas beaucoup ici, il faudrait évidemment en faire des copies, etc., etc. Mais on voit quelques personnages là sur la gauche qui m'intéressent. L'image est assez peu définie sur cette gauche puisque les photogrammes de ces spectateurs se superposent les uns aux autres puisqu'ils ne sont pas en mouvement. Chaque prise enregistre une image sur l'autre en les superposant. Mais il semble qu'ils tiennent un crayon à la main et des papiers. Je regarde parce que c'est la première fois que je le vois en si grande taille. Donc, est-ce que mon hypothèse est bonne? J'ai l'impression qu'ils tiennent, en tout cas l'un d'eux tient un papier et un crayon. Je suis tentée de faire l'hypothèse qu'il s'agit bien ici d'une observation spécifique, et dans ce contexte, peut-être de nature scientifique. Mais nous ne savons pas, bien sûr, avec cette photo, quelle est la fonction exacte de cette observation dans la recherche des résultats. Quelles données pourront être notées par ces observateurs? Lorsque Marais décrit sa méthode, il ne parle pas des coulisses, de la préparation, de l'observation avant l'enregistrement du mouvement. Il faut la déduire de ces remarques. Ces photos nous font découvrir que le corps de l'expérimentateur, du chercheur, de l'opérateur, de l'observateur est toujours présent, qu'il s'agisse du grand Marais ou de l'assistant qui peut-être prend des notes. Un autre aspect du corps de l'expérimentateur m'a intéressé dans l'article que j'ai publié dans le catalogue. Les dispositifs marasiens ne mettent pas seulement en relation le corps étudié et le corps de l'observateur. Ils imposent un agencement de ces corps avec tout l'appareillage nécessaire à l'expérience, à l'enregistrement des mouvements. Nous l'avons vu pour ces corps appareillés au début de la séance, mais la relation entre l'expérimentateur et les appareillages qu'il utilise est au cœur de la conception même de l'expérience comme de son bon fonctionnement.
on voit ici un exemple de la méthode graphique. Nous avons vu l'oiseau appareillé. Ici, c'est le manège qui tient l'oiseau. Et cette gravure nous montre l'interaction entre le corps de celui qui permet, par son action, à l'ensemble de fonctionner et à l'appareil de tourner sur le pivot central. La place de l'opérateur dans le dispositif est déterminante, ainsi que le geste qu'il exécute comme le choix du moment où il le fait. C'est très documenté dans La machine animale qui est paru en 1873. Dans l'article publié dans le catalogue, j'ai voulu explorer la relation entre le scientifique et les objets techniques autour de la question de la maniabilité des appareils. La chronophotographie a pu être associée à une forme de nouveau laboratoire en plein air défini par la fixité qu'imposait notamment la lourdeur des chronophotographes, comme le montre ici d'abord cette image de la station physiologique. Vous voyez en bas la petite cabine, c'est une cabine, en fait c'est le lieu où se tient la caméra. On pourrait dire que la cabine elle-même est le chronophotographe. C'est une sorte de chambre noire, c'est le terme même de Marais. Donc, cette sorte de laboratoire en plein air est aussi associée à ce type d'instrument. Alors, ce n'est pas exactement le même qui figure dans les dessins préalables, mais je le vous montre pour que vous voyez la taille. En plus, il n'est pas complet. Il lui manque la boîte à images, comme on dit, la boîte où seront placées les plaques fixes, notamment. Et donc, ce que j'ai voulu montrer, c'est que toute la démarche de Marais est émue paradoxalement par une recherche de mobilité, alors que, effectivement, quand on voit ces images, on se dit c'est extrêmement lourd, c'est extrêmement fixe. Ce qui peut-être, cette recherche de mobilité explique le fait que son premier appareil chronophotographique est le fusil photographique de 1882 et que le dernier qu'il imagine en 2 versions est le fusil chronophotographique électrique de 1899. Vous avez là les 2 appareils, le premier est la version courte, petite, l'autre est la version plus grande de 1899, et là vous avez une gravure du fusil chronophotographique de 1882. Ce qui va se passer, c'est que ces objets vont se trouver dans un rapport différent par rapport à l'expérimentateur. Autant dans ce cas, vous avez l'opérateur, ou le scientifique, si vous voulez, l'opérateur qui est dans la cabine, il est agencé dans la cabine pour prendre des photos, autant ici, vous aurez quelque chose qui ressemble plutôt... Bon, là, vous avez l'opérateur qui prend... C'est intéressant, la gravure là-bas, qui est très, très intéressante, très originale, où on a c'est un dessin de Démony. L'opérateur est à l'intérieur de la cabine que vous voyez ici. Et vous voyez aussi la lourdeur de l'appareillage avec un énorme obturateur devant l'appareil photographique ici. Donc, ça s'oppose à ça. C'est-à-dire que l'agencement qui intégrait le corps de l'opérateur devient un agencement où la caméra est portée par l'opérateur, par le scientifique. Il y a quand même agencement dans cette mobilité, parce que l'appareillage ne se réduit pas à l'objet qui se tient dans les mains. Il compte 3 éléments. Le canon boîtier, cette boîte qui est un canon en fait, de fusil, le fil et le générateur électrique. Et il faut ajouter 2 corps. Les opérateurs sont 2. Il faut être 2 pour pouvoir se déplacer. Dans les appareils mobiles, c'est le cas aussi du fusil en 1882, le corps de l'opérateur est lui-même une pièce maîtresse de l'appareil lui-même. C'est que la fixité de la prise photographique est une condition nécessaire de l'expérience scientifique. Le travail de Marais dans l'étude des mouvements et des corps requiert des images ultra précises. Tout bouger
est à exclure. Si l'opérateur garantit la mobilité parce qu'il peut marcher avec le chronophotographe, il est aussi le support qui permet l'immobilité au moment de la prise photographique. Il remplace en quelque sorte le trépied des grands chronophotographes. C'est ce que démontre la corrélation entre la disposition des pièces internes de l'appareil et le rôle du corps du scientifique dans l'agencement de l'appareillage. Ainsi, la mobilité de l'expérience et la portabilité de l'appareil s'accompagnent de modifications techniques qui touchent aussi bien à la disposition des pièces mécaniques dans la caméra qu'à l'utilisation de nouveaux systèmes. Par exemple, un nouvel obturateur dans ce chronophotographe. Non plus un disque tournant géant, comme vous avez vu, ou un peu moins grand, comme vous avez vu sur l'appareil, mais un obturateur à moyeu, donc moins volumineux, pour permettre l'allongement de ce canon en forme de boîte que doit soutenir la main de l'opérateur. Et c'est pas facile, hein. C'est pas évident de tenir un fusil de ce type. Marey change en somme l'agencement interne de l'appareil pour rendre possible l'agencement externe de l'appareil avec le corps du scientifique. Je vous ai parlé du corps du scientifique au moment de l'expérience. Mais qu'en est-il de lui face au résultat? Cette question en suppose une autre. Où se situe le résultat dans les expériences de Marey? Est-ce qu'il est dans les séries d'images photographiques, comme dans cette plaque photographique avec plusieurs photogrammes qui se chevauchent? Est-il dans la synthèse du mouvement reconstitué à partir des séries d'images dans un zootrope ou dans un projecteur chronophotographique? Est-ce l'épure dessinée, on y viendra plus tard, est-ce l'épure dessinée à partir des séries photographiques? Ou alors le trouve-t-on dans les calculs de force, de travail, de vitesse, ou encore dans la description de la forme du muscle en action? On peut également poser la question ainsi. Où est la limite entre l'expérience et l'analyse du résultat? Un résultat se conçoit en fonction de la question posée, du problème à résoudre. Il n'est compréhensible qu'à partir de la définition du processus de l'expérience. Il faut faire le constat que les très belles chronophotographies que l'on connaît de Marey, dont le vol du goéland, ne sont pas les seuls éléments pouvant tenir lieu de résultats. C'est que Marey répond à plusieurs questions à partir d'une seule captation, enfin à partir d'une captation de mouvement, comme il pense toujours à plusieurs applications de sa méthode. Qu'en est-il donc de cet objet célèbre, la statue en un seul bloc du vol du goéland? Cette statue propose une synthèse du mouvement d'une manière que je dirais comparable à la synthèse stroboscopique. Elle donne la forme du mouvement, c'est l'expression de Marey, alors que la projection chronophotographique ou cinématographique reconstitue le flux du mouvement dans le temps à partir d'images fixes. Ces deux synthèses doivent être comprises dans le processus expérimental mis en place par Marey comme un processus de vérification de l'expérience sur le modèle de Berthelot. On souligne par ailleurs que vers 1900, Marey s'est détourné de la synthèse pour s'intéresser à l'analyse. À mon sens, il faudrait dire plutôt qu'il s'est désintéressé de la chronophotographie spectaculaire et commerciale. Mais si on lit Marey de près, on se rend compte que la synthèse du mouvement joue un rôle dans l'analyse du mouvement. Dès la première élaboration de la méthode chronophotographique, il propose en effet d'étudier et d'analyser, je cite, le mouvement dans sa décomposition à partir de sa synthèse, qu'elle soit stroboscopique ou qu'elle se donne comme une statue qui synthétise la forme du mouvement, rendant compte des, je cite, véritables attitudes de l'oiseau grâce aux images qui s'entrepénètrent. On peut alors considérer la synthèse comme un deuxième résultat ou un deuxième niveau de résultat qui suppose lui aussi de définir les conditions spécifiques de l'observation scientifique.
En somme, une nouvelle forme d'expérimentation qui permet par exemple d'analyser la décomposition du mouvement en différentes périodes dans la synthèse stroboscopique et en quelque sorte apprendre à voir. Les instruments de synthèse, un zootrope et un chronophotographe projecteur. Il faut pour cela, précise Marais, varier la vitesse du défilement des images dans l'appareil, le chronophotographe projecteur ou le zootrope, donc, pour regarder les corps bouger au ralenti. Au ralenti, par exemple, mais le plus souvent au ralenti dans des exemples de la machine animale. Quelles sont donc les conditions d'observation requises par Marais dans le cas de cette sculpture qu'il faut considérer comme une sculpture scientifique, alors même qu'elle sera transformée par les artistes des avant-gardes en un modèle esthétique. Et c'est là qu'intervient le corps du scientifique. Il faut comprendre d'abord que les images obtenues par Marais sont destinées à être transposées et recomposées, soit par calque et décalque, comme cet exemple qui nous montre l'amplitude du vol vu de dessus, l'amplitude des ailes, du battement d'ailes vu à partir d'une position zénitale, ou soit par le découpage de petites figures anamorphosées après le transfert sur papier des photogrammes enregistrés, figures qui sont placées ensuite dans le zootrope que vous avez vu tout à l'heure et qui tournent et dont on synthétise le mouvement, soit encore par la réalisation d'épures, comme ici, c'est-à-dire calque, projection géométrique, etc. En somme, par une série de manipulations qui requièrent des techniques spécifiques. La manipulation, c'est bien ce que préconise Marais pour la statue du vol du goéland. Et nous allons le lire in extenso. C'est dans le vol des oiseaux. Cette dernière représentation de l'oiseau donne une très bonne idée de la nature de ses mouvements. On peut retourner cette pièce solide dans tous les sens, l'examiner sous toutes ses faces et acquérir en quelques instants plus de notions sur la cinématique du vol que n'en donne l'inspection des images planes. Et vous avez ici l'illustration que Marais donne justement après ce paragraphe dans le vol des oiseaux. Marais ayant mis en pratique cette méthode, il nous présente tout de suite son résultat, que nous allons lire in extenso également. On voit dans les premières images en relief que l'aile qui s'abaisse se porte en avant et qu'elle étreint, pour ainsi dire, l'air sous les flancs et le long du corps de l'oiseau. Pendant toute cette phase d'abaissement, l'aile est déployée, les articulations du coude et du carpe sont ouvertes. À la 7e image, la flexion du coude et celle du carpe se produisent soudainement par des actes solidaires dont le mécanisme a été indiqué, paragraphe 38. L'aile remonte alors, fléchit et les rémiges pendent verticalement. Le déploiement de l'aile s'effectue à la 10e image, c'est-à-dire à la fin de la remontée. Cette description est une avancée scientifique sur le vol de l'oiseau. Mais comment se déroule l'analyse nécessaire pour parvenir à cette description du physiologiste? Marais ne le dit nulle part. Et c'est justement ce qui m'intéresse ici, car c'est là qu'intervient le corps du scientifique. En l'absence d'informations, il me fallait donc expérimenter moi-même. Comment peut-être examiner cet objet scientifique? Marais préconise de le manipuler, de faire intervenir les mains, et c'est donc ce que j'ai fait. Cette statue du vol n'est pas quelque chose que l'on manipule facilement de prime abord. Elle est à peu près cette taille. Il y a comme une résistance de sa masse. Lorsqu'on s'en saisit, les ailes, avec leurs angles et tous les fins reliefs, rendent sa prise quelque peu douloureuse. Heureusement, j'avais des gants grâce aux archivistes qui protègent les objets. Mais on s'habitue. Et surtout, on trouve des trucs. On en vient à un corps à corps avec cette pièce qui s'impose d'abord comme un tout unique, entier, et le poids ajoute à cette sensation. Donc, je prends l'oiseau à deux mains, pattes en l'air, je tiens la tête disposée à l'envers dans ma main gauche, l'arrière de la statue est posée sur mon avant-bras droit et je fixe l'arrière de la statue avec ma main.
Ainsi, je peux observer de près et regarder les détails. C'est un peu cela. C'est pas exactement, parce que quand je l'avais ici, c'était évidemment pas exactement la même chose, mais c'est la statue vue du dessous. Pour faire pivoter la pièce sans l'abîmer, je prends appui sur mon corps. Une extrémité contre mon épaule, je suis comme ça, une extrémité contre mon épaule, puis je la tourne lentement, délicatement, car les deux petites pattes, très fines, que vous voyez à peine sur cette photo, sont sculptées sous le corps du premier photogramme de l'oiseau, et elles pourraient se casser. Je regarde, et là, je découvre que je n'y comprends rien. À l'avant de la pièce, je vois des formes qui me paraissent d'abord étranges. Les ailes sont tellement imbriquées qu'il est difficile de saisir leur organisation au premier coup d'œil. J'essaie de saisir comment cela fonctionne, à quel corps et à quelle tête les ailes appartiennent. Ce n'est pas du tout évident. Une fois la statue posée sur un coussin, je l'observe latéralement à 20 cm environ, puis de plus près ou de plus loin. Je ne cesse de bouger et de procéder à un balayage visuel de chaque petite partie. Puis je me rapproche de l'angle que fait la première aile, que vous voyez ici. Et je vois comment cette aile en recouvre en fait une autre. Donc ici. Elle en recouvre une autre. Mais en fait, non. Elle en recouvre deux. Et ces deux qu'elle recouvre sont extrêmement repliées. L'une, et voilà, ici. L'une, celle du troisième corps photogramme, presque verticale par rapport à la ligne du vol horizontale, et l'autre, que l'on va voir ici, la quatrième, en dessous, formant un angle plus aigu avec le corps et pointant un peu vers l'avant jusqu'à dépasser légèrement le niveau de la quatrième tête. C'est celle qui, vue de face, avec sa symétrique, semble vouloir embrasser l'air sous la tête de l'oiseau. Marais dit « étreindre l'air ». Voici la trace de l'observation complète dont je peux vous rendre compte grâce à l'aide de Claire Guttinger et de son équipe, qui a pu refotographier chaque prise selon l'angle que j'avais demandé. Et surtout, merci pour leur aide à tout instant. Je crois pouvoir dire que cette célèbre statue du vol du goéland n'a jamais été montrée de la sorte. C'est presque un scoop. Pour moi, c'était comme si je découvrais un objet encore jamais vu. La série des différents points de vue de mon expérience avec l'objet n'est pas, bien sûr, une série chronophotographique. Elle est une sorte de reconstitution de la procédure d'observation qui pourrait peut-être se rapprocher de celle du scientifique, qui reste implicite dans le texte de Marais. Car c'est une observation comparable qui permet d'analyser la décomposition du mouvement de l'oiseau. La description du vol par Marais est limpide, nous l'avons lu tout à l'heure, mais elle a supposé un regard minutieux, préalable, qui ne peut avoir lieu sans impliquer le corps de la personne qui manipule et regarde, agencé à celui de l'objet. C'est une véritable relation du corps du scientifique avec l'objet résultat de l'expérience. Voir de près suppose ici un véritable engagement physique. Cette manipulation est l'équivalent du ralenti dans la synthèse stroboscopique. À la manipulation des appareils stroboscopiques, qui consiste à varier les vitesses, correspond la manipulation des images à différents niveaux et de différentes manières. Ici, tout particulièrement, dans ce corps à corps avec l'objet, qui suppose le corps du scientifique en mouvement. Il s'agit de porter, de s'éloigner, de se rapprocher pour voir mieux. Ma conclusion sera brève. Ce qu'il m'importait de souligner ici est que le corps, chez Marais, n'est pas seulement un objet d'étude. Le réseau de relations dans lequel tous ces corps sont pris montre que le dispositif de l'expérience scientifique de Marais s'appuie lui-même pour pouvoir fonctionner sur la dynamique entre ces différents corps, du scientifique
au sujet observé. Et je vous remercie.